Bonjour, je suis Dominique Ajus de DaFocus et aujourd'hui nous allons entamer le premier tuto basé sur l'utilisation de caméra RAW. Le premier tout simplement parce que je compte en faire d'autres pour explorer un petit peu plus en avant les capacités de ce programme. Alors j'ai ouvert ici une image qui est à mon avis appropriée pour travailler sur les lumières sur caméra RAW. Effectivement, cette photo comporte à la fois des hautes lumières qu'on voit ici, et à la fois des ombres, des zones très sombres, des ombres et des passages très noirs également. Donc il va falloir trouver sur cette photo un équilibre qui nous convienne. La photo est donc ici sur la fenêtre principale, d'accord? C'est la fenêtre sur laquelle vous allez pouvoir voir les modifications que vous opérez sur votre image. À gauche ici, vous avez la vignette de la photo qui est donc sélectionnée. Si j'avais ouvert plusieurs photos sur caméra RAW, elles seraient évidemment ici, les unes à la suite de l'autre. Pour comprendre également un peu mieux l'interface de caméra RAW, ici vous avez les outils, les différents outils qui se proposent à vous, et ici vous avez le pavé principal qui change en fonction des onglets que vous utilisez. Voilà. On va tout d'abord se concentrer sur le premier onglet, qui est l'onglet qui va nous permettre de faire ce que Camera Raw appelle des changements basiques. C'est principalement des changements qui sont liés à la lumière. Alors, on va voir ça pas à pas, et on va décortiquer les curseurs les uns après les autres. Tout d'abord, ici, nous avons la possibilité donc soit d'être en couleur, ce qui est le cas ici, ou de passer en noir et blanc. Si on clique sur noir et blanc, Camera Raw fait une conversion en niveau de gris, donc un passage en noir et blanc de votre image. Si vous voulez aller plus loin dans la conversion en niveau de gris, je vous invite à regarder un autre tuto que j'ai fait sur ce sujet. Je vous mettrai le lien dans la description de manière à ce que vous puissiez aller le suivre si ça vous intéresse. On va pour le moment continuer à travailler en couleur. Et on voit ici les premiers curseurs que nous propose Camera Raw. Alors, le tout premier curseur est la température. La température, c'est la balance des blancs, la correction de la balance des blancs. Donc, si vous poussez le curseur vers la gauche, vous allez refroidir l'image, comme ceci. Et si vous poussez le curseur vers la droite, vous allez réchauffer l'image, comme cela. D'accord? Vous avez ici un chiffre qui change. C'est la valeur en Kelvin de votre balance des blancs. D'accord? Donc plus la valeur est élevée, plus vous êtes chaud, plus la valeur est basse, plus vous êtes froid. Une balance à peu près correcte, on va dire, c'est-à-dire alignée sur la température du soleil, est entre 5200 et 5400 Kelvin, plus ou moins. Et cette photo a été prise à 3950 Kelvin, donc un petit peu froide. Quand vous bougez un curseur sur Camera Raw, si vous voulez le remettre à zéro, là où il était, il suffit de cliquer 2 fois sur le curseur. Un double clic, et le curseur va revenir exactement là où il était auparavant. Alors, je pense que cette photo-là mériterait d'être un petit peu plus chaude. Donc, effectivement, je vais prendre mon curseur de la température et le tirer un petit peu vers la droite. Alors, j'essaie de pas trop aller dans l'excès, bien sûr, et de trouver une valeur qui reste plausible. En dessous, nous avons la teinte. Alors la teinte, ce sont les deux autres couleurs, le vert et le magenta. De manière générale, personnellement, je ne l'utilise pas trop. Les seuls moments où j'utilise la teinte, c'est dans le cas, par exemple, d'un spectacle avec des projecteurs colorés. Et quand j'aligne ma balance des blancs, parfois je vais avoir une couleur qui va tirer un peu vers les magentas ou vers les verts, et là je vais corriger effectivement avec la teinte. De manière générale, je n'utilise pas la teinte. Voilà.
en dehors de ces cas très particuliers. Ensuite, on va aller sur ce pavé ici, qui est assez intéressant, où vous avez l'exposition, les contrastes, les hautes lumières, les ombres, les blancs et les noirs. C'est en fait un découpage, on va dire, de toutes vos zones lumineuses présentes sur votre image. Le premier curseur, c'est l'exposition. Alors l'exposition, c'est relativement simple à comprendre. Ça va augmenter la quantité de lumière qu'il y a dans votre image ou réduire la quantité de lumière qu'il y a dans votre image, tout simplement. Personnellement, et ça n'engage que moi, et c'est ma manière de travailler, c'est toujours pareil, hein, j'évite d'utiliser le curseur d'exposition, à moins que, effectivement, j'ai une photo qui soit sous-exposée comme ça, ou à l'inverse, très surexposée, et à ce moment-là, je vais peut-être commencer par ajuster l'exposition. Mais je préfère travailler sur les curseurs qu'on va voir juste après, qui nous permettent de travailler sur les hautes lumières, les ombres, les blancs et les noirs. C'est-à-dire qu'il va décomposer l'exposition, en gros, en plusieurs zones en fonction de la lumière. Et du coup, on va pouvoir travailler notre lumière de manière beaucoup plus précise que l'exposition qui va augmenter ou réduire la quantité de lumière sur la totalité de votre image. On va passer ensuite au contraste. Alors, le contraste, c'est quelque chose qui va, si vous regardez l'image, quand je pousse le contraste, c'est quelque chose qui va augmenter les hautes lumières et assombrir les zones d'ombre. D'accord ? C'est-à-dire que ça va augmenter la dynamique de notre image. Donc, pareil, au même titre que l'exposition, c'est quelque chose que je vais personnellement éviter de trop toucher. Le contraste en négatif, c'est-à-dire vers la gauche, c'est pas non plus quelque chose que je vais forcément utiliser. Je préfère éviter d'enlever du contraste à mon image, tout simplement parce que ça va lui donner un côté un petit peu voilé. Donc le contraste, pour le moment, je vais le laisser à 0, pour cette image du moins. Et là, on va rentrer dans le cœur du sujet, c'est-à-dire qu'on a ici les 4 curseurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui nous permettent de travailler sur les hautes lumières, les ombres, les blancs et les noirs. Sachant que les hautes lumières, évidemment, et les noirs sont à l'opposé l'un de l'autre. Donc, quand vous travaillez sur les hautes lumières, vous n'allez pas forcément altérer vos tons les plus sombres. En revanche, entre les hautes lumières et les blancs, les ombres et les noirs, il y a une corrélation. C'est des zones lumineuses qui sont relativement proches, donc il est possible que, en travaillant les ombres, vous allez également affecter les noirs. Cependant, ça reste quand même un moyen relativement précis et fin de travailler sur les lumières de votre image. Alors on va voir ça tout de suite. Au niveau des hautes lumières, d'accord, donc j'ai des hautes lumières sur certains des coquillages qui sont ici, d'accord, on est quasiment surexposé, un petit peu ici également, et puis sur la table ici, je vois que j'ai des zones qui sont très très éclairées. Donc ce curseur-là va principalement travailler sur ces zones-là. Effectivement, vous voyez que si je baisse complètement le curseur lié aux hautes lumières, c'est principalement les zones les plus éclairées qui vont être affectées par ce curseur. Et si je pousse ce curseur à fond vers la droite, les zones qui vont être les plus exposées, donc qui vont avoir un rajout de lumière, vont être en premier les zones les plus claires. On voit bien ici avec les zones les plus claires poussées au maximum, qu'on perd complètement du détail dans les zones qui étaient déjà très très exposées. En revanche, dans les zones les plus sombres ici, on n'a presque pas eu de changement. D'accord ? Voilà entre autres une des raisons pour lesquelles j'évite de travailler sur l'exposition et le contraste et que je préfère le faire à la main. Encore une fois, c'est ma pratique, c'est la manière dont je travaille et libre à vous de trouver la manière qui vous conviendra le mieux. Encore une fois, pour revenir à 0 sur ce curseur, je clique 2 fois sur le curseur et il revient à sa valeur d'origine qui est ici 0. Alors, j'ai bien compris que je vais devoir baisser l'exposition un petit peu au niveau de mes hautes lumières. Et on voit tout de suite qu'on retrouve ici du détail dans les zones les plus éclairées. Alors, il est possible sur Camera Raw de travailler localement, c'est-à-dire d'utiliser
certains paramètres, certains curseurs uniquement sur certaines zones que l'on va prédéfinir. Tout cela fera l'objet d'un autre tuto que je ferai plus tard. Pour l'instant, on reste vraiment dans des choses très très basiques et on va juste regarder comment fonctionnent les curseurs de manière générale. Alors on poursuit maintenant avec les ombres, donc c'est le curseur suivant ici. Donc les ombres, on a bien compris, hein, si je vais pousser le curseur vers la droite, évidemment ce sont les ombres qui vont être affectées en premier. Et on voit bien que sur cette partie ici à droite et en bas ici, la lumière vient s'ajouter et vient déboucher un petit peu ces zones-là. En revanche, si je tire ce curseur vers la gauche, eh bien, tout simplement, ça va augmenter ces ombres, les approfondir, les rendre plus sombres, et donc perdre un petit peu d'informations dans ces basses lumières. C'est une forme, encore une fois, de contraste, c'est-à-dire que je change le contraste à la main en fonction des zones sur lesquelles je travaille. Alors, le curseur des ombres permet donc de déboucher les ombres ou au contraire de les plomber, donc d'ajouter de l'obscurité à ces zones-là. Personnellement, sur cette image-là, j'aime bien l'idée d'avoir une exposition relativement propre ici sur les fenêtres et sur la table, ainsi que un peu de lumière sur le visage, mais j'aime bien aussi l'idée d'avoir quelque chose de relativement sombre sur le pourtour de cette zone-là. Donc je vais peut-être déboucher un petit peu, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, je vais revenir dessus au final, j'en suis persuadé. Donc je vais peut-être déboucher un tout petit peu, mais pas trop. Ensuite, nous avons le curseur des blancs. Alors le curseur des blancs, lui, va travailler sur, évidemment, les blancs. C'est un curseur que j'utilise peu souvent, tout simplement parce que, je vais vous montrer ça tout de suite, quand on le pousse un peu trop fort, le résultat est très vite trop puissant. Donc non seulement ça va altérer les blancs dans notre image, mais ça va altérer une zone assez grande et en plus, comme on le voit ici, ça va changer complètement les couleurs de notre image. Où là, on est parti vraiment dans des tons très très jaunes. A l'inverse, si je mets mon curseur vers la gauche, on va perdre de la lumière. Alors, je vais peut-être les monter un petit peu, mais ce que je veux éviter de faire, c'est de contredire ce que je viens de faire juste avant avec les hautes lumières que j'ai baissées. C'est-à-dire que je ne veux pas, si je monte trop, reperdre ici, par exemple, des informations sur mes hautes lumières. Donc je vais essayer de trouver une valeur pour laquelle j'ai encore des détails ici. Ok. Et maintenant, on va passer au noir. Alors, les noirs, on va aller complètement à gauche pour voir. Donc les noirs éteignent complètement les zones les plus sombres, les plus foncées, les plus noires de votre image. Vous voyez que le signe ici ouvert, ainsi que les très hautes lumières ici, ne sont quasiment pas affectés. D'accord ? Et à l'inverse, si je pousse mon curseur complètement vers la droite, on voit que je débouche également les ombres et les zones les plus sombres. Alors, il y a quand même une différence entre les ombres et les noirs. C'est-à-dire que si je pousse les ombres à fond à droite, ça me donne ceci. D'accord ? Par contre, si je pousse les noirs à fond à droite, ça me donne ceci. La différence est relativement subtile, mais je préfère personnellement, si j'ai besoin de déboucher mon image, utiliser les ombres. Les noirs, par contre, eux, peuvent servir à contraster également, d'accord, mon image. Alors, je vais pour le moment peut-être monter un petit peu mes noirs, un tout petit peu. Je veux toujours garder du contraste entre ces zones foncées ici et ces zones claires. Donc je cherche juste à aligner à peu près les zones d'ombre, indépendamment des zones de haute lumière. Donc voilà pour ces 4 curseurs ici, qui sont pour moi le meilleur moyen de travailler en fait sur le contraste, qui, si on utilise encore une fois le curseur de contraste, va travailler sur la totalité de l'image, alors que là, avec les curseurs qu'on vient d'utiliser, j'ai la main sur mes zones de lumière.
On va voir ensuite les trois curseurs qui se trouvent juste en dessous. Alors l'outil texture, ici, le curseur pardon, lié à la texture, est nouveau, a été introduit dans les dernières versions de Camera Raw. Et je vais donc pousser ce curseur à fond à droite pour vous montrer ce qui se passe. Donc ça vient travailler et rajouter de la texture, de la définition sur certaines zones. Alors pour voir exactement ce qui se passe, je vais zoomer un petit peu dans mon image. Ok, on va aller vers là par exemple. Et donc je vais pousser ma texture. Vous voyez que ça vient contraster l'image et donner une forme de netteté, plus ou moins, à mon image. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait c'est une manière de rajouter ce que j'appelle personnellement du croustillant à l'image, sans pour autant passer par l'outil netteté, qu'on verra également dans un autre tuto, qui lui est un petit peu moins intéressant parce qu'il travaille sur du micro-contraste. On verra ça dans un autre tuto. En tout cas, l'outil texture est plutôt bien. On voit ici sur la chaise, là, que cet outil vient rajouter un petit peu de contraste, vient donner un petit peu de peps à notre image. Donc je vais monter un petit peu la texture. La clarté, quant à elle, va rajouter également du contraste sur des zones plutôt texturées. C'est là où ça va marcher le mieux. En fait, ça va rajouter un petit peu, je vais vous le pousser à fond. Je vais dézoomer. Ça vient chercher plutôt dans les tons moyens, on va dire. D'accord. Et ça vient vous rajouter de ce que j'appelle ce côté croustillant à votre image. Cependant, alors autant ça marche très très bien sur les textures, comme on voit ici, mais quand c'est poussé à fond comme maintenant, on voit bien qu'on tombe dans quelque chose de complètement irréel. On est presque proche du rendu HDR quand le HDR est mal fait. C'est-à-dire qu'on a une sursaturation des couleurs, des textures qui sont complètement boostées et on n'a plus rien de très réel. Donc la clarté, personnellement, je l'utilise uniquement en local, c'est-à-dire qu'avec j'utilise un outil localisé de manière à choisir où je veux appliquer ma texture, ma clarté. Ça m'arrive de temps en temps d'utiliser tout de même la clarté avec parcimonie sur des reportages photos par exemple en basse lumière où on est à 2.8 tout le temps, où les photos sont nettes sans être nettes. La clarté permet de donner un petit peu plus de peps à votre image. Mais de manière générale, je l'utilise vraiment, vraiment avec parcimonie. Donc voilà pour la clarté, je vais en rajouter un tout petit peu. Voilà. Et ensuite, nous avons le correcteur de voile. Alors le correcteur de voile, lui, existait dans des versions antérieures de Camera Raw. Puis a été laissé de côté pendant plusieurs versions et est revenu il y a de ça, je crois, 2 ans. Et c'est plutôt une bonne chose. Le correcteur de voile va permettre de dévoiler une image, dans le cas où vous ayez une image voilée. Ça permet aussi de travailler sur du contraste, c'est-à-dire que si je pousse mon correcteur de voile vers la droite, vous voyez qu'on a un changement au niveau du contraste. Et si je le pousse vers la gauche, voilà, on a cette espèce de flou qui se met en place qui n'est pas très très intéressant. Donc le correcteur de voile, c'est vraiment quelque chose à utiliser avec parcimonie également. De toute façon, tous les curseurs sont à utiliser vraiment avec parcimonie et en y allant vraiment tout doucement. Quand on pense être à un bon endroit, d'accord, quand on pense que le curseur est arrivé à un endroit qui nous permet de dire que c'est l'effet qu'on a voulu, ce que je conseille très très souvent, c'est de revenir un petit peu en arrière. C'est-à-dire que de reprendre notre curseur et d'enlever un petit peu d'effet. Tout simplement parce que on est très souvent emporté dans le travail qu'on fait sur nos photos et on risque
de, d'ajouter trop d'effets à chaque fois, un tout petit peu à chaque fois, sur chaque curseur, et au final on se trouve avec une photo qui est peut-être trop boostée, et qui est peut-être trop retravaillée, et qui a peut-être au final un rendu qui est moins naturel que ce qu'on aimerait. Donc je vous invite vraiment, quand vous pensez que la valeur sur laquelle vous êtes sur un curseur est bonne, à revenir un tout petit peu en arrière. Il est toujours temps, après, de revenir et de refaire quelques ajustements. On poursuit. Je vais revenir juste 2 secondes sur la clarté. Alors, on a vu que la clarté, donc, rajouter cette texture, principalement dans les tons moyens. Euh, la clarté, quand on la pousse vers la gauche, c'est-à-dire dans les valeurs négatives, euh, ça donne vraiment quelque chose qui n'est pas très intéressant. C'est-à-dire que je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit un petit peu mieux, principalement sur cette zone-là. On voit que les couleurs commencent à baver. Euh, on a une espèce de lissage qui est vraiment pas très très joli. Alors, il y a des photographes qui utilisent la clarté négative pour lisser la peau. Personnellement, je trouve que c'est une grave erreur. Je vais remettre la clarté à 0. Vous voyez la différence. Ici, on a vraiment une lumière qui est agréable, qui est dynamique, avec des hautes lumières, des basses lumières. On a vraiment des contrastes qui sont intéressants. Euh, Si je repousse ma clarté en négatif, voilà, on aligne à peu près tout dans des tons moyens et les couleurs commencent un petit peu à baver les unes sur les autres. C'est vraiment pas quelque chose de très agréable. On le voit ici aussi. Je vais remettre la clarté à 0. Regardez ce qui se passe ici, par exemple, sur les hautes lumières. Si je baisse ma clarté, voilà, on commence à avoir des choses vraiment pas très très intéressantes où les hautes lumières sont complètement cramées. Ça fait vraiment des poches de lumière ici, avec des transitions qui sont vraiment pas très intéressantes, ici sur la main également. Et puis le visage commence à baver sur lui-même. C'est-à-dire qu'en fait la couleur devient lavasse et pas très très intéressante. Donc je vais remettre la clarté là où elle était. Voilà, on retrouve un contraste intéressant, des transitions entre les hautes lumières et les tons moyens qui sont intéressants. Et je vais peut-être juste la booster un petit peu vers la droite. Voilà, je vais revenir à 0. En pleine page. Voilà, très bien. Et on va voir maintenant les deux derniers curseurs sur cet onglet basique, toujours. On a la vibrance et la saturation. Alors je vais commencer par la saturation. La saturation, en fait, va booster les couleurs euh, ou désaturer les couleurs, selon le sens dans lequel vous bougez votre curseur, de manière homogène sur toute l'image. C'est-à-dire que la saturation travaille sur les couleurs comme l'exposition travaille sur la lumière. C'est-à-dire que les changements qui vont être opérés sur l'image vont être sur la totalité de l'image. Donc, si je prends ma saturation ici et que je la pousse à fond, toutes mes couleurs sont sursaturées. D'accord ? Et si je mets ma saturation au minimum, je suis en niveau de gris. D'accord ? C'est-à-dire que j'ai enlevé toutes les couleurs de mon image. Donc la saturation est, on pourrait dire, linéaire, donc elle va augmenter la saturation des couleurs ou diminuer la saturation des couleurs de manière très linéaire sur la totalité de l'image. En revanche, la vibrance va essayer de moins altérer les couleurs qui sont déjà les plus présentes. C'est-à-dire que si je pousse ma vibrance au maximum, d'accord, on voit qu'on a très peu de changements, par exemple sur les verts du mur. On voit qu'on a des changements au niveau de la fenêtre où on tombe sur quelque chose d'un petit peu plus saturé, mais c'est quand même beaucoup plus fin. Et si je baisse ma vibrance au minimum, je n'ai pas une image en noir et blanc. J'ai encore des couleurs. Et ces couleurs-là sont préservées. D'accord ? On voit qu'il reste du vert ici. On voit qu'il reste du orange sur les coquillages. L'insigne ouvert ici est encore visible. On voit encore de la couleur ici, les cadres.
Donc la vibrance, c'est quelque chose qui va plutôt chercher à aligner vos couleurs sur votre image. Dans ce cas précis, je ne vais ni toucher à la vibrance ni à la saturation parce que je sais que plus tard, j'irai sur un onglet spécifique pour les couleurs qui me permettra de travailler les couleurs indépendamment les unes des autres. Mais ça, ce sera pour un prochain tuto.